Christian Martret est avec nous et juste après avoir écouté James Blunt, une nouvelle volée de questions. Quoique, vous le savez, dans cette émission, l'invité choisit 2 années qu'il souhaite évoquer. La première des 2 années choisies par Christian, c'est 1985. Alors, question rituelle, Christian, pourquoi cette année-là ? 85, c'est le déclic, j'ose dire. C'est une année qui est importante pour moi. Parce que cette année-là, j'ai eu le plaisir de travailler dans les cuisines de Paul Bocuse. Et ça, c'est un vrai privilège. Et cette année-là, ça avait beaucoup d'importance pour moi. J'étais à l'école hôtelière. J'avais eu la chance de rencontrer en fait Paul Bocuse juste avant, par pur hasard au départ. On a forcé un peu le destin, mais c'était pas pour ça. C'était vraiment fortuit, une rencontre. Et puis l'accès aux cuisines de Paul Bocuse, étant très jeune quand même, en 85, mais c'était une expérience énorme et qui m'a servi, qui me sert encore aujourd'hui, parce que être passionné de vin, c'est bien joli. Mais si on n'aime pas manger, ça n'a pas de sens. Il faut aimer manger. On ne peut pas être juste amateur de vin. Un amateur de vin qui n'aime pas manger, il y a quelque chose qui ne colle pas. On dit toujours, quand on va manger quelque part, on ouvre la carte des vins, par hasard, on s'arrête au bord de la route, on voit, c'est de moins en moins le hasard, je vous avoue, mais on s'arrête au bord de la route, on voit un restaurant ouvert, on ouvre la carte des vins, si on voit une belle carte des vins bien construite, on se dit on va bien manger. Parce que si le cuisinier ou le patron, sommelier ou pas dans la maison, peu importe, quel que soit le niveau du restaurant, mais pour un simple bistrot, on voit une belle carte des vins, on se dit on va bien manger, parce que s'il est allé jusqu'au bout de la carte des vins, c'est qu'en cuisine, il a déjà acheté les beaux produits. S'il a mis de l'argent dans sa carte des vins, avoir pas forcément des bouteilles d'anthologie chères, au contraire, des belles bouteilles de vin, comme on dit, des vins canailles sympas, des vins gourmands, des vins de plaisir, bien faits par des vignerons qui ont du talent. Oui, alors là, ça vaut la peine. On sait qu'on va bien manger. Enfin, là, c'est un peu ça. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette rencontre avec Paul Bocuse qui se fait de manière fortuite, comme vous disiez tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous nous le racontiez, Christian. Ouais, c'est vraiment original parce que il faut déjà planter le décor. C'est que Paul Bocuse, il est donc à 30 minutes du domaine de la Chaise où j'ai grandi. Paul Bocuse connaît mon père, il connaît ma mère aussi, mais il connaît la famille. Et puis en fait, on va faire des courses en famille. Juste ma chère mère et puis mon frère et moi. Et puis on va dans un café boire tôt le matin. Et puis mon père nous avait dit allez là-bas parce que de toute façon c'est le seul café que je côtoie sur Lyon. C'est à côté des Halles. Et puis je sais que c'est là qu'on se rencontre quand on a tous les chefs qui viennent. Bon, au départ, nous on venait pas dans un autre esprit que ça. Et on se prend un café et on voit rentrer une ribambelle de chefs, c'est-à-dire des gens comme Orsi, Paul Bocuse. À ce moment-là, il y avait Jean Vétard, qui est aussi un grand chef pour lequel j'ai eu le plaisir de travailler un petit peu en cuisine aussi chez lui, qui n'est plus de ce monde et qui est un grand monsieur. Il y avait Nandron, il y avait toute la fine fleur des plus grands cuisiniers lyonnais se réunissaient. C'était un peu la table, vous voyez. Il y avait un peu c'était le bistrot où ils se retrouvaient. Ouais. Et puis Paul Bocuse, c'était le roi là au milieu. C'était les disciples autour. Et donc, pour moi, faisant l'école hôtelière, évidemment, Paul Bocuse m'était pas inconnu. J'avais jamais mangé dans son restaurant, seulement mes parents, mais pas moi. Je le reconnais et je dis, je vais aller lui faire signer un autographe. Et puis, je vais lui faire signer un autographe sur la carte de l'école hôtelière. Et il voit donc école hôtelière. Et il me demande mon prénom, mais pas mon nom de famille. Parce que s'il avait eu mon nom de famille, il aurait dit donc t'es le fils de. Ouais. Et je voulais surtout pas ça. Je voulais juste avoir la fierté de dire j'ai eu le culot d'aller le voir. Il m'a signé un autographe. J'ai un autographe de Paul Bocuse. Et pour moi, ça valait de l'or. Ça valait de l'or. Et donc, il a signé. Au moment de s'en aller, il lève le bras. Il me fait Christian, tu viens de travailler chez nous quand tu veux.
devant. Il y a aussi tous ces copains chefs qui ont remarqué que j'ai pas fait signer aux autres. Hein. C'était que lui. Hein. Au passage, Paul Bocuse était fier parce que c'est un personnage haut en couleur. C'est quelqu'un de grande générosité et en même temps, il a toujours été fier de son statut, d'être le cuisinier du siècle. Hein. Il l'est encore aujourd'hui. Hein. C'est un père pour beaucoup et je trouvais formidable parce que au moment de partir, il me dit tu travailleras chez moi quand tu veux, tu viens quand tu veux. Après, je n'ai eu de cesse les semaines, même à la minute où on est sorti, je disais je vais aller là-bas. Et je devais aller en salle normalement parce que c'était les études que vous suiviez. Les études, je devais faire un stage. Je devais faire un stage en salle parce que j'étais au début de l'école, donc je devais pas aller en cuisine. Et puis Paul Bocuse a dit, contacté par mes parents, mon père a dit, t'as eu une drôle d'idée de lui signer un autographe parce que maintenant il s'est mis en tête de faire un stage chez toi, c'est foutu. Et si Paul Bocuse a dit, j'ai qu'une parole, ça fait depuis 1972 que j'ai pas pris de stagiaire, que je paye, eh bien je vais le prendre. D'accord. Je l'ai rencontré, je savais pas qui c'était, je lui ai promis qu'il venait quand il voulait, il veut venir, alors il vient. Et c'était une expérience, c'était énorme. Mais par contre, il vous dit en cuisine et pas en salle. Ah oui, il veut pas en salle, il dit non, en salle, tu porteras des plateaux, tu n'auras pas de responsabilité, tu toucheras à rien, on te fera pas, t'approcheras les clients à 3 mètres, mais pas plus. En cuisine, au moins, tu toucheras la matière, tu seras vraiment en contact avec... t'apprendras aussi bien à tourner des champignons qu'à couper du saucisson brioché. À ce moment-là, on mettait ça dans les assiettes en amuse-bouche. On donnait une grande tranche de saucisson brioché. Ça a changé maintenant. Ouais, maintenant, les plats sont plus petits. Hein. Les plats sont plus petits. Mais ça, c'était extraordinaire d'avoir cette chance. Et puis il a insisté pour que je fasse ça en cuisine ou pas du tout. Et donc, j'ai pu demander à l'école qu'elle fasse une dérogation. J'ai fait un été... hors norme chez le plus grand cuisinier du monde. Chez Paul Bocuse. Voilà comment tout a commencé pour Christian Martret. C'était en 1985. Magique, ça pourrait être le nom d'un vin, ça tient, pourquoi pas. Christian Martret, sommelier qui travaille pour le site ventealapropriété.com et pour la Revue du Vin de France, est notre invité jusqu'à 15h. Alors Christian, que faites-vous pour la Revue du Vin de France ? Pour la Revue du Vin de France, je déguste chaque année le millésime pour la Savoie et le Jura. Donc spécialisé sur les vins des pays de Savoie et jurassiens. Je suis ravi que le rédacteur en chef Denis Savreau m'ait confié le dossier local. En même temps, le Jura est lié, ce sont 2 vignobles qui comptent, mais ce sont 2 petits vignobles par rapport à des vignobles bordelais ou bourguignons. Et donc en fait j'ai ces 2 dossiers intéressants, goûter tous les vins du millésime. La fin mars va être animée puisque pendant mes jours de congé je vais aller goûter tout ce qui se fait en matière de vin du Jura et de Savoie, et puis sortir les meilleures bouteilles qui sont déjà possible de sortir en matière de qualité de vin, les belles réussites, voir les talents de demain, essayer de découvrir des nouveaux, je serais ravi. On goûte à l'aveugle, donc on sait, il n'y a pas de copinage, hein, on ne dit pas tiens, il y a encore le vin d'un tel, c'est pas le but de la manœuvre. Et puis c'est surtout à la base, c'est pas un concours, c'est pour déjà donner au lecteur et donc à l'amateur un premier cliché de ce que le millésime a donné. Et donc, ça c'est ce que l'on fait une fois l'an. Et à part ça, la Revue du Vin de France nous a confié à Olivier Poussier et moi-même un dossier sur les vins étrangers. Et donc, on voyage à travers le monde. Je disais, Afrique du Sud, Japon, Hongrie. On était en Chine, goûter les vins chinois au mois de novembre dernier. Enfin, chaque mois de novembre, on s'organise pendant la fermeture de l'Albert Ier. On se fait 8 à 10 jours de dégustation le plus loin possible d'ici. Parce que ce travail que vous effectuez pour la Revue du Vin français et le site ventealapropriété.com, c'est évidemment en dehors de vos heures de travail à l'Albert Ier. Ah bah oui, bien sûr, oui, ça peut être qu'en dehors. Donc c'est vrai qu'on a un emploi du temps très chargé. J'aurais peut-être qu'un seul regret. Je dis pas que j'attends la retraite, mais surtout pas. Mais je me dis qu'on donne pas assez de temps à sa famille et à ses proches, c'est vrai. Mais un peu trop pour le vin, mais on fait plaisir quand même à tellement de gens, donc ça va. Je regrette pas trop quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais goûter des vins qui sont pas encore en bouteille, on peut pas savoir ce que ça va donner.
un exercice difficile. C'est pour ça que ça mérite à la fois de l'expérience, mais bien sûr des compétences. Et puis aussi, il n'y a pas que de la passion. Là, c'est un vrai travail de comprendre le vin au point de gommer les défauts de jeunesse, les occulter pour pouvoir voir le potentiel. Alors, on disait tout à l'heure, c'est comme celui qui cherche des nouveaux talents au bord d'un terrain de foot. Il voit un jeune évoluer, il se dit celui-là, il va réussir. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comprendre le potentiel d'un vin, et pas dans 2 semaines, mais dans 6 mois, dans 1 année, dans 5 ans. On voit le vin qui va aller loin. Alors, on a des éléments qui nous permettent, quand on déguste, et c'est pas forcément à l'olfactif, c'est un tout. C'est une dégustation compliquée, et qui mérite effectivement beaucoup d'attention. Et puis, il y a beaucoup de respect. Je dis toujours... le fait d'être natif d'une famille de vignerons fait que j'ai énormément de respect pour le fait qu'il y a derrière chaque bouteille, il y a quelqu'un. Et ça c'est important. Et ça permet vraiment d'avancer et de ne pas faire des commentaires en porte-pièce en disant ça c'est mauvais et ça c'est très bon. C'est essayer de comprendre. On a un défaut de jeunesse, une bouteille qui est en fin de fermentation. On sait qu'on est en train de goûter un vin qui n'est pas totalement fini, prêt à par contre, on est beaucoup plus sévère quand on a la bouteille. Le vin est misé. Il y a le bouchon dessus, l'étiquette, la capsule. Il est à la vente. Ça doit être un produit irréprochable, quel que soit le niveau, le prix, le rang, la notoriété. On est à ce moment-là plus difficile encore. Est-ce qu'à force de goûter, il n'y a pas une lassitude ? Oh non, jamais. non, on peut goûter. On cherche pas à faire un record. Hein, c'est juste que, notamment pour le site vente-à-la-propriété.com, on fait jusqu'à 150 vins dans une journée, ce qui est déjà un joli score. Ouais. Ça veut dire qu'on commence à 9h30 le matin et on finit vers les 18h. Ouais, vers 18h. Et donc là, il faut se concentrer parce que la dernière bouteille mérite autant d'attention et de respect, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la première. La première, elle est dure aussi. Faut se mettre dedans et tout de suite, il faut sélectionner. Sur 150 bouteilles, on va en garder environ 2 tiers. Donc une centaine. À peu près, ou des fois moins, ça dépend. 150 bouteilles, des fois, on en garde que 60, ça dépend. C'est jamais pareil, parce que ça dépend de la qualité de ce qu'on... Déjà, il y a comme une présélection, et après, on écrème encore. Et c'est un exercice avec mon copain Olivier Poussier. Lui, on goûte aussi 150 dans une autre pièce. On nous enregistre, on enregistre nos commentaires audio. Et après, c'est retrié après. On a dit oui à l'échantillon 2420, on a dit non à l'échantillon suivant. C'est comme ça. Nous, quand on dit oui, on goûte, on nous dit oui, à ce moment-là, on fait le commentaire audio et ils le récupèrent. Et ils alimentent le site comme ça. Ça permet à l'amateur de ne pas faire de mauvais choix parce que tout a été goûté, sélectionné, trié à l'avance. Les commentaires sont là, les accords mets-vins sont là. C'est un exercice qui est vraiment sympathique parce que ça permet de toucher un public extrêmement large. Donner des commentaires pour la Revue du Vin de France, c'est aussi, avec tous les abonnés et tous les lecteurs, c'est l'occasion aussi de diffuser la bonne parole et de dire voilà, vous avez un palmarès. Au restaurant, tout le monde ne vient pas à l'Albert Ier, tout le monde n'a pas ce privilège de venir à l'Albert Ier, même si Pierre Carrier serait là, dirait on n'est pas un restaurant cher, donc on n'est pas obligé de croire que parce que le restaurant a 2 étoiles Michelin, que c'est un restaurant élitiste et que on est intouchable. Non, c'est tout à fait possible de goûter des vins depuis 5 € le verre jusqu'à beaucoup plus. Prenons par exemple le nouveau 3 étoiles Michelin des Pays de Savoie, Emmanuel Renaud, au Flocon de Sel à Megève. Le premier menu est à 49 €. Voilà. Dans bien des restaurants, on atteint ce prix-là pour certains menus. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, vous goûterez la cuisine d'un triple étoilé. Voilà. Ça vaut Félicitations d'ailleurs à Manu, qui est un bon copain. J'ai fait ma seule et unique vallée blanche avec lui.
la plus dangereuse de ma vie sûrement, mais c'était beau, c'était bien. Et c'est un grand chef et un grand travailleur. On obtient d'être couronné 3 étoiles et de faire partie des 26 meilleurs restaurants de France que par le travail. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément bossé, qui continue, qui n'arrête pas. Ouais. Sommelier principal de l'Albert Ier, Christian Martret est notre invité dans cette année-là. Il a été en 2009 désigné maître sommelier. On verra avec lui dans quelques instants ce que cela veut dire. Il est avec nous pendant encore un quart d'heure.